information avec les cas de disparition en mer qui sont devenus très fréquents ces derniers jours. Les causes sont multiples selon les pêcheurs de Saint-Louis qui ont perdu beaucoup de personnes ces derniers mois. Quelles sont les causes de ces accidents douloureux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les éviter? Éléments de réponse dans ce sujet signé Ousseynou Diop et Abel Sek. Partout ailleurs au Sénégal, les cas de disparition de pêcheurs sont très fréquents. Au mois de février dernier, 5 pêcheurs de Gokhmbach ont péri dans l'océan. Un phénomène qui laisse beaucoup de familles orphelines. Les pêcheurs de la langue de Barbarie réagissent et listent les causes de ces disparitions. Les causes sont multiples. Les bateaux qui n'ont pas de licence et qui se cachent pour pêcher sont à l'origine de ces disparitions. Ainsi, parfois, il y a des problèmes techniques. C'est juste ça. Les bateaux doivent pêcher dans les eaux de 50, mais la nuit, ils viennent dans les eaux réservées aux pirogues. Les responsables le font pour voler les produits halieutiques. Et le plus souvent, ils heurtent les pirogues sénégalaises. C'est ça la cause des accidents à haute mer. Au moment des faits, les pêcheurs sont en train de dormir. Et ils meurent comme ça, sans assistance. Vieux Gueye est un ancien capitaine très connu dans le quartier des pêcheurs de Gendar. Pour lui, les problèmes techniques constatés en haute mer sur les moteurs des pirogues sont les plus souvent les causes de la disparition des pêcheurs. J'ai fait plus de 30 ans de pêche, mais il est rare de voir un bateau secourir des pêcheurs après un accident. L'autre problème, c'est aussi le bois utilisé. Aujourd'hui, le bois que nous utilisons pour confectionner les pirogues est un bois rouge. Dès l'instant qu'il y a chavirement, la pirogue est déjà au fond de l'eau. Les pêcheurs ne peuvent plus attendre longtemps et c'est terminé pour eux. Après quelques minutes, il y a aussi des problèmes techniques et le vent qui cause beaucoup de dégâts. Pour les pêcheurs de la langue de Barbarie, la seule solution est l'utilisation de la technique de géolocalisation pour sauver rapidement les pêcheurs en cas de danger. Ils ont aussi réclamé des bateaux de surveillance qui peuvent naviguer dans les zones les plus reculées. Les autorités doivent s'organiser pour que la marine entame dans les heures qui suivent l'accident des recherches, mais elles réagissent tardivement pour sauver les pêcheurs. Les avions sont localisés partout dans le monde, de même que les bateaux. Alors il faut un système de géolocalisation pour trouver les pirogues. C'est la seule solution pour éviter les pertes en vies humaines. Les disparitions des pêcheurs en haute mer sont très fréquentes. Pour éviter les cas de pertes en vies humaines, les pêcheurs demandent au gouvernement de renforcer la surveillance et de mettre à leur portée des outils modernes pour une meilleure surveillance de l'océan. Les Goréens qui vivent des moments difficiles depuis quelque temps, les chaloupes qui rallient Dakar tombent souvent en panne, une situation qui sème la psychose chez les habitants de Gorée. Ils réclament une nouvelle flotte pour la sécurité des populations et la reprise normale des activités. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Rallier l'île Rose à temps devient un véritable parcours des combattants, des chaloupes en panne, une situation récurrente qui plombe toutes les activités des Goréens. Ça cause des problèmes pour les visiteurs comme les habitants de l'île. À chaque fois, ils essaient de réparer, mais ça ne marche pas. Il y a un problème d'entretien, il y a un problème de management et tout. Donc, c'est un problème très profond qu'on doit tous revoir. S'il y a une panne, ça peut impacter sur les activités au niveau de l'île. D'ailleurs, on a souffert de cette situation durant la Covid où l'île était même fermée depuis le mois de mars au mois d'octobre. Donc on vient juste de reprendre. Et s'il y a des pannes récurrentes, ça peut impacter sur les activités au niveau de l'île. Les insulaires craignent un deuxième bateau le Joola, des défaillances qui ont fini d'installer une psychose. Vraiment, c'est pas rassurant que la chaloupe tombe en panne en pleine mer. Alors là, c'est pas du tout, c'est pas bien pour l'image de Gorée. Et donc, quand les touristes entendent les pannes récurrentes des chaloupes, donc c'est pas une belle image. Et donc, il n'y a pas aussi de sécurité. Donc, on ne souhaite pas un deuxième bateau le Joola. La Bir et la Kumba Castel étaient très souvent en panne. Il se trouve que maintenant, depuis quelques semaines, ce sont tous les 3 navires qui connaissent des difficultés, des avaries. Et très souvent, de manière répétitive, ces derniers temps, nous avons constaté que ces chaloupes soit tombées en panne et n'arrivaient pas à démarrer. Ou bien même, il est avéré des fois que ces chaloupes en pleine mer
avec des passagers à bord, connaissent des pannes au point d'être remorqués par les remorqueurs du port de Dakar. La réparation des chaloupes et l'acquisition de nouveaux navires réclamés par les habitants de Gorée. Bientôt, dans moins de 2 mois, on sera au début de l'été. Gorée va être envahie et on ne peut pas prendre le risque de faire venir des milliers de personnes avec des navires qui sont dans cet état. Nous avons besoin quand même d'une desserte qui est des navires neufs. Lançons un appel solennel aux autorités de tout faire pour doter de Gorée une nouvelle chaloupe. En attendant de changer la flotte, les usagers continuent de traverser avec une chaloupe qui ne rassure pas les Goréens. Puis les handicapés diplômés sans emploi dans la rue ce matin, ils vont marcher de la RTS à l'Assemblée nationale pour réclamer leur part dans les 65 000 emplois promis par le président de la République. C'était dans son discours du 3 avril dernier. Le président de la Convergence pour la démocratie et la République, Fonks Kado, soutient que le report des élections locales était inévitable. Pour lui, l'évaluation du processus électoral a accusé du retard. Déthié Faye s'exprimait lors de l'Assemblée générale organisée par l'association Darussalam Dharma Delhi. Je vous propose d'écouter au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye. Pour le report, c'était inévitable parce que nous avions, au niveau de la commission politique du dialogue national, décidé de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus électoral. L'audit a commencé depuis le 17 février, mais l'évaluation a connu un retard, ce qui fait que donc les conditions ne permettaient plus que les élections se tiennent le 28 mars. Au niveau du pôle des non-alignés, nous avons proposé le mois de décembre 2021. Parce que lorsque nous avons abordé la question, nous avions indiqué clairement que dès l'instant que l'administration électorale considère qu'il nous faut 11 mois pour pouvoir aller aux élections, compte tenu des tâches qui nous attendent, en particulier l'évaluation qui était programmée pour 4 mois, nous avons estimé que l'évaluation du processus électoral pouvait se faire en 2 mois, ce qui nous permettait d'avoir un gain de 2 mois. Donc on passe de 11 à 9 mois et en procédant à des réductions de délai concernant un certain nombre d'activités telles que le dépôt de candidature et la période de révision exceptionnelle des listes électorales. En agissant sur ces délais-là, cela pouvait nous permettre d'organiser les élections à partir du 12 décembre 2021. Au centre de formation professionnelle en horticulture, en construction dans la zone de Thiep, située dans la zone des Niayes, avec une capacité de 270 apprenants, cet établissement vise à terme l'amélioration de l'offre de l'employabilité des jeunes. Le directeur de l'Office national de formation professionnelle était sur place pour visiter le chantier. Tiermefal. Je pense que jusqu'au dernier jour, ils continueront. C'est comme ça. Le centre de formation en horticulture de la commune de Thiep est construit sur une assiette foncière de 10 hectares. Il se situe dans la zone des Niayes qui occupe une place très importante dans la production horticole. Nous avons la zone des Niayes qui produit aujourd'hui la plus grande quantité en fruits et légumes qui vient de cet espace. Nous avons construit un établissement où nous avons prévu des hébergements, où nous avons prévu des restaurants, où nous avons prévu toutes les commodités qui permettront aux jeunes qui vont être recrutés ou qui voudront se faire former d'être dans les conditions d'apprentissage. Au terme, cet établissement pourra recevoir 270 apprenants qui pourront suivre une formation dans les différentes filières de la culture horticole. Ce projet qui est la construction du centre de formation professionnelle en horticulture va permettre de former davantage de main-d'œuvre qualifiée, mais également va susciter la motivation des jeunes qui s'intéressent à l'horticulture, donc pour se faire former et avoir une qualification. Ce centre de formation en horticulture va également permettre d'améliorer l'employabilité de beaucoup de jeunes sénégalais. Aujourd'hui, si vous voulez même financement de jeunes, aujourd'hui, si vous prenez un jeune qui n'est pas formé, dans un domaine bien précis,
Si vous le financez aussi, mais retenez que ce financement aussi ne va aboutir nulle part. Donc aujourd'hui, l'État est en train de régler un grand préalable, c'est l'offre de formation, vraiment l'offre d'employabilité aussi, vraiment aux jeunes. Le gouverneur de la région de Louga, accompagné d'une forte délégation, et à ses côtés, le directeur de l'Office national de la formation professionnelle était à Thiep pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure exécutée à 90%. En mot de football, à présent, Aliou Cissé doit accepter les critiques des Sénégalais sur les 2 matchs précédents des Lions pour pouvoir rectifier. Ce sont les propos du président de la Fédération de football, maître Augustin Senghor. La Fédération donc et les autorités vont aussi se concerter avec le sélectionneur pour mieux préparer les joutes à venir. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Faragning et Ahmadouba. Il faut faire la part des choses. Il y a peut-être des critiques qui sont plutôt positives, je dirais même objectives, d'autres qui le sont moins. Parce qu'il y en a qui, depuis le premier jour, ont commencé à taper sur Aliou, ou voire sur la fédération. Et je pense que jusqu'au dernier jour, ils continueront. C'est comme ça. Il faut aussi que nous soyons capables de l'accepter parce que nous sommes là, nous gérons quelque chose qui appartient à tous les Sénégalais. Nous n'avons aucun problème quand on critique la fédération, quand on critique aussi même le coach. Il doit, lui, accepter ces critiques-là et s'adapter en conséquence, sans que ça nous dévie aussi de l'essentiel. Je pense qu'aussi, il faut concéder à Aliou des fois. Ça hantise justement de vouloir montrer à ses détracteurs qu'il est dans la recherche, qu'il essaie de proposer quelque chose, a eu comme conséquence ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, ces détracteurs ont été les premiers à le massacrer, alors qu'il disait qu'il ne proposait rien en même termes tactiques. Quand il propose, on lui tire dessus aussi, mais il faut qu'il prenne sa part. Quand on sort de sa zone de confort et qu'on décide de faire des tests et que ça ne marche pas, il faut l'accepter, le reconnaître, écouter les critiques, essayer de repartir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une logique de stabilité et de continuité. Je pense qu'il faudrait essayer, nous, au niveau de la fédération, avec les autorités, de voir comment corriger le tir, rectifier le tir avec Aliou, mais aussi continuer à travailler pour bien démarrer les éliminatoires en juin, mais surtout faire une bonne CAN en janvier-février prochain. Avant l'actualité internationale, cette information avec la crise autour de la succession de Mourchid Iyane Thiam, une réunion entre les acteurs convoqués ce matin au ministère de l'Intérieur à l'initiative du cadre unitaire de l'islam. Le coordonnateur actuel, Imam Omar Diène, ne participera pas à cette rencontre pour vice de forme selon lui. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction le Mozambique. Le Mozambique, Cheikh Tidiane Diaw, un nombre important de combattants islamistes ont été tués par les forces mozambicaines au cours des combats visant à reprendre la ville de Palma dans le nord-est, tombé fin mars au mai de groupes djihadistes, a déclaré le chef des opérations militaires sur place. L'armée a même assuré avoir repris la ville. Au Niger, plus de 1800 prisonniers se sont échappés d'une prison du sud-est dans la nuit donc de dimanche à lundi. Après un assaut mené par des hommes armés, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se tournent vers l'IPOP, le groupe indépendantiste du Biafra, implanté dans la région d'Imo où a eu lieu l'attaque. Soudan, au moins 40 personnes ont été tuées, 58 blessés dans des affrontements tribaux depuis le samedi 3 avril à El Geneina, capitale du Darfour. La situation demeure très tendue dans la ville d'Al-Gena, a indiqué le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, dans un communiqué. Russie, Vladimir Poutine a signé ce lundi une loi lui permettant de se présenter donc pour 2 nouveaux mandats présidentiels, ouvrant la voie à son maintien au Kremlin jusqu'en 2036. Cette loi, publiée sur le portail officiel russe, avait été définitivement adoptée par le Parlement en mars 2020 lors d'un référendum constitutionnel. Indonésie, pour terminer, 110 personnes ont perdu la vie dans des crues soudaines provoquées par de pluies torrentielles au Timor oriental. Les précipitations toujours soutenues compliquent la donne pour les secouristes qui tentent d'accéder à des hameaux isolés afin de porter assistance aux sinistrés. Plus de détails avec Thierno Fall. Ne cesse de s'alourdir en Indonésie et au Timor oriental, où plus de 110 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont portées disparues dans des inondations et des glissements de terrain, ont annoncé lundi 5 avril des responsables locaux.
Des crues soudaines dans le sillage des pluies torrentielles provoquées par le cyclone tropical Seroja ont semé le chaos dans les zones situées entre Flores en Indonésie et le Timor oriental, poussant des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil. Ce déluge a fait déborder des réservoirs d'eau et inonder des milliers de maisons alors que les secouristes s'efforçaient de porter assistance aux sinistrés. Au moins 27 personnes ont trouvé la mort au Timor oriental, selon un responsable timorais. La plupart des décès ont eu lieu à Dili, la capitale. L'Union européenne s'est dite prête à offrir son assistance au Timor oriental pour faire face à ces inondations catastrophiques au moment où le pays travaille déjà dur pour contrer le Covid-19. Dans l'est de l'île indonésienne de Flores, de nombreuses maisons, routes, ponts étaient recouverts de boue, ce qui compliquait la tâche des sauveteurs tentant d'atteindre les zones les plus touchées. Merci Thierno Fall, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là donc la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, cher Tidiane Diao et Mamadou Fall, notre duo matinal qui vous a présenté le premier bulletin de la journée. Rendez-vous à 8h pour la version Wolof. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres. Gueye, bonjour. Bonjour Fatih. Alors bien réveillé, le week-end prolongé, ça oui, va, la fête. On est bien là, bien requinqué après ce repos de 2 jours, 3.